Alors, on va reprendre le cours de l'événement. On arrive actuellement donc à la dernière partie donc de cette session. Pour les 30 minutes qui suivent, nous allons donc parler des innovations dans la région avec le support de Dominique Truchot-Cardo, Elena Bornet d'Ivorja et Jean-Jacques Brunner. Alors, je vous propose de les écouter et si vous avez des questions ou des commentaires, je vous encourage à utiliser le chat box qui se trouve en haut à droite de votre écran. Vous avez un petit icône avec une bulle. Vous pouvez l'utiliser pour poster vos questions ou vos messages. Voilà. Dominique, je vous laisse la parole. Merci. Écoutez, merci à vous. Donc on va essayer de répondre à une question, savoir si l'innovation au cœur de la formation aux soins infirmiers pourrait être un levier pour faire face aux transformations du système sanitaire. Alors, moi je dirais déjà qu'on va relever des grands défis. Alors tout le monde les connaît, hein, vieillissement, les pathologies chroniques, la médecine très avant-gardiste, la medtech hein, et surtout la rationalisation des coûts qui est indéniable. On a donc des challenges à relever, un accès aux soins équitable en tout point, en tout lieu, en tout temps, une continuité des soins avec des soins de plus en plus longs, que ce soit dans des pathologies chroniques ou d'autres interventions, la période post-soins est de plus en plus longue. On a toujours en première ligne qualité-sécurité, une réponse coordonnée, transprofessionnelle qui doit être optimale. On doit maîtriser les datas, on doit contrôler les coûts et bien d'autres choses. Donc beaucoup de challenges à relever. Des problématiques et des solutions à partager. Donc, d'un point de vue du patient, le patient, il veut vieillir en meilleure santé, il veut rester chez lui. Il aimerait bien que, évidemment, les séjours à l'hôpital soient le plus court possible. Le professionnel de santé, lui, qui est très soucieux de l'insuffisance de personnel, on l'a abordé dans la première partie, qui aimerait vraiment pouvoir intégrer les proches avec voilà, une maîtrise des pratiques de plus en plus sophistiquées qui lui soient accessibles. Et puis les technologies des soins, alors on va les appeler les innovateurs, hein, qui aimeraient vraiment beaucoup pouvoir intégrer tout ce qui est robotisation, on en a parlé tout à l'heure, cybersécurité, télémédecine. Voilà. Et puis, évidemment, il y a des ponts entre. Alors, c'est créer plus d'interfaces entre soignants et patients. C'est exploiter des données pour l'évolution de la stratégie des soins. Voilà. On parle beaucoup de coordination, on parle beaucoup de simplification dans les transferts de soins. On peut peut-être aussi rêver que beaucoup de tâches administratives soient automatisées et puis qu'elles ne soient pas encore plus de contraintes. Et puis, en tout cas, s'enrichir tous ensemble de cette situation. Alors au cœur du système, il faut quand même rappeler que les infirmiers sont, et là c'est un médecin qui vous le dit, sont vraiment au cœur du système, déjà tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Si on reprend les chiffres de l'OMS, il y a 80 infirmiers pour un médecin. Ils sont le contact principal du patient, ils maîtrisent ses soins au quotidien, son environnement, et puis ils savent établir, et c'est leur métier d'établir une relation sur le long terme avec le patient. Donc, ils sont vraiment centraux dans toute cette révolution, ce changement de paradigme que notre société connaît actuelle et qui s'accélère. Voilà. Alors pourtant, quand même, une bonne part d'innovation en santé pourrait être améliorée, c'est clair, parce qu'il y a beaucoup trop de stratégies et on le voit tous les jours, nous, dans notre laboratoire d'innovation, c'est notre quotidien de recevoir des startups, des entreprises, des porteurs de projets. On est sur de la poussée technologique, avec vraiment un manque de centrage. Alors, il y a toujours une bonne intention, hein, on fait patient-centré, mais on oublie parfois que la centration, pour une bonne utilisation, elle est soignant-centrée. Donc, et puis l'expérience utilisateur, alors oui, elle est voulue, elle est souhaitée, mais elle arrive vraiment trop tardivement. Manque de connaissance des opportunités en innovation en santé, parce qu'il y a une méconnaissance un petit peu du milieu de soins, et puis un manque de connaissance des pratiques. Voilà, moi j'ai vu plein de choses merveilleuses avec beaucoup d'argent derrière pour le développement, où je peux vous assurer que ça ne sera jamais mis au lit du patient, parce que certaines nécessitent une intervention, on m'a dit dans le plan de soins 14 à 17 fois. Je crois que les gens n'ont jamais vu ce qu'était un plan de soins. Après, moi je suis médecin réanimateur, on m'a montré des prototypages où je peux vous dire que ça ne rentrera jamais à la tête d'un lit.
en réa parce qu'il y a d'autres choses à mettre, des choses un petit peu essentielles comme des respirateurs, des pousse-seringues, des choses comme ça. Vous voyez, c'est cette manque de coordination qui fait que, voilà, on est à regretter qu'on ne vienne pas plus tôt se concerter avec les soignants. Alors, il est urgent que les innovateurs s'intéressent aux soins et perçoivent les besoins et les opportunités et surtout changent leur cadre de référence. L'infirmière ne fait pas que des piqûres. L'infirmière, c'est un métier aux multiples facettes. Que vous soyez à domicile, que vous soyez en soins intensifs, que vous soyez sur des techniques de soins, que vous soyez sur des techniques d'approche comportementale, c'est un métier aux 1000 facettes. Et voilà, les soignants doivent aussi, de leur côté, faire des efforts pour participer à cette évolution, y contribuer et la prendre en main, puisqu'ils sont vraiment au cœur même de l'implémentation de ces innovations. Alors, vous me posiez la question, eh ben, ma réponse, je crois que vous l'avez compris. Oui. Il est très important que le lien se fasse et que les infirmiers participent activement. Et je crois qu'on y participera tout premièrement par une acculturation réciproque. Il y a un besoin de connaissance, de réciprocité. Et puis pourquoi pas imaginer un jour des formations communes. Moi, j'ai un rêve. Quand je vois des étudiants de master de l'EPFL qui viennent chez nous parce qu'ils sont dans des programmes comme le programme Chic et qui, à un moment donné, tout ce qui s'approche de la santé, ils viennent nous côtoyer. On les fait côtoyer avec nos étudiants. Quand je vois comment ça se passe, quand je vois la synergie qu'il en est et les questions qui en ressortent et qui vont faire évoluer tout ça, moi, je ne peux applaudir que dès demain. Et j'espère très prochainement qu'on pourra proposer des formations communes. Voilà. Alors, pour conclure, parce que je pense qu'il ne faut pas s'étendre plus longtemps, et puis peut-être les questions vont venir après. Les prochaines étapes, elles sont déjà de pouvoir entendre cette voix et puis entendre ces propos, notamment dans la révision du plan d'études cadre. Olivier, tout à l'heure, nous l'a dit, voilà, on l'attend, on l'espère, 2022, 2023. Il ne faut pas passer à côté de cet élan, de ce besoin de numérisation, de transfert de technologie, d'intégration de postures professionnelles avec ces transferts de technologie pour qu'on puisse sereinement envisager un avenir et ce changement, je le dis encore, extrêmement brutal, rapide de paradigme en santé avec toutes les équations qui sont autour. Voilà, je voulais vous remercier et puis je reste bien sûr à disposition maintenant et après. Merci beaucoup, Dominique. Est-ce que Madame Elena Bornet-Divorja a pu se joindre à notre réunion? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, présente. Voilà, on vous laisse la parole pour nous parler du projet Concerto. Oui, alors je finis juste le partage d'écran. Oui, alors vous avez l'icône qui est tout en haut à droite avec la petite flèche. Vous avez simplement besoin de cliquer dessus et de sélectionner en fait soit votre bureau d'ordinateur à partager, soit vous pouvez choisir de partager directement votre présentation. Oui. Hop, hop. Alors, c'est en train de charger. En tout cas, je vous remercie de m'accueillir ici ce soir. Hop. Voilà, donc bonsoir. Donc, je suis Elena Bornet-Divorja, je suis l'une des responsables du Centre de l'innovation DHUG, donc un centre de l'innovation au sein même de l'hôpital universitaire de Genève. Et je suis ici pour vous présenter l'application Concerto, une application qui est destinée aux patients DHUG qu'ils peuvent utiliser sur leur propre téléphone portable, ordinateur ou tablette. Donc, comme vous l'avez tous dit lors de ces différents échanges, le monde change et la relation avec les patients évolue. Ici, au HUG, on prône beaucoup le partenariat avec les patients. On veut que le patient devienne acteur de sa prise en charge, réponde aux nouveaux besoins et nouvelles attentes et nous misons en partie sur les nouvelles technologies pour accompagner ces changements. En ce sens, en 2015, les HUG ont porté un défi avec pour objectif d'améliorer le vécu de l'hospitalisation du patient lors de son séjour à l'hôpital. De là est née la première version de Concerto, donc une application qui initialement existait sur des iPads que nous distribuons de façon organisée dans 5 unités pilotes. C'est un projet qui a été co-construit
avec 30 patients partenaires qui étaient impliqués avec nous au quotidien dans les différentes échéances de l'évolution du projet. Et c'est également 35 collaborateurs de différents départements au sein de l'institution, donc aussi bien les informaticiens que la communication, les designers, les soignants, les médecins. Et ces 5 unités pilotes dans lesquelles nous avons implémenté la première version de Concerto pendant près d'1 an et demi. Les principales fonctionnalités de Concerto, donc c'est les fonctionnalités qui ont émané des demandes des soignants, mais aussi essentiellement des patients. Nombreux sont les patients qui nous indiquent ne pas savoir quand est le prochain rendez-vous et se sentir anxieux lorsqu'ils sont à l'hôpital parce qu'ils perdent le contrôle de leur vécu de la semaine. Et donc, nous avons développé un agenda du patient directement connecté à l'ensemble du système informatique hospitalier, donc sans rajouter une charge pour les soignants ou pour le personnel s'occupant du patient, où automatiquement toutes les informations sont référencées donc, dans son agenda. Sur l'écran, vous pouvez voir donc, une vue semaine avec des codes couleurs en fonction de la typologie des activités de la semaine. Et quand le patient clique sur, par exemple, son prochain rendez-vous pour une IRM, une pop-up s'affiche avec l'horaire du rendez-vous, majoré et minoré de 15 minutes pour ne pas générer des attentes à la minute près lorsqu'il est dans sa chambre, avec un certain descriptif de l'activité qui va avoir lieu et, si possible, un lien vidéo, notamment pour l'IRM, un lien vidéo qui peut être un support dans le cadre de la relation avec le soignant. Ensuite, une des grandes demandes des patients, c'était de connaître qui sont les collaborateurs en blanc autour de lui, qui gravitent autour de sa chambre et de sa prise en charge. Et donc, nous avons développé le module Mon équipe, dans lequel tous les professionnels qui accèdent au dossier du patient et qui travaillent dans l'unité où le patient est pris en charge apparaissent et sont présentés avec la même identité qu'ils ont sur leur badge, leur photo, nom, prénom et fonction. C'est une des fonctionnalités qui est hautement prisée de la part de nos patients. Ensuite, on donne accès à un atlas santé, un atlas numérique avec une information médicalisée vulgarisée, où nous avons un contenu de presque 600 vidéos qui sont à disposition du patient et qui expliquent en images et avec du texte une grosse partie des interventions, des traitements possibles, des pathologies et de l'anatomie et du corps sain. C'est un outil qui est très, très utilisé par les soignants. Donc, j'utilisais l'exemple de l'IRM, mais on utilise également, si je prends l'exemple d'un cas classique, on va faire une ponction lombaire à un patient, ce dernier est anxieux. Lorsqu'on l'explique simplement avec nos mots et avec nos gestes, on peut augmenter ce sentiment anxiogène. Et donc, en se basant sur la vidéo, avec l'explication qui est donnée, on peut rassurer le patient et puis augmenter la qualité de l'éducation thérapeutique qu'on lui apporte. Ensuite, le module Mes questions, c'est un simple système de pense-bête. Mais on sait tous que quand les patients sont dans leur chambre et quand la visite se fait avec le médecin ou lors des transmissions, fréquemment on est pris par la conversation et le patient, ça lui arrive d'oublier les questions qu'il avait initialement prévues. Donc c'est un système qu'on pourrait déjà de toute façon faire avec un papier et un stylo. Mais l'avantage de l'avoir de façon numérique, c'est qu'on a le suivi des questions et qu'en tant que soignant, on peut ensuite répondre directement avec le téléphone, avec la fonction speech to text. Et ainsi, le patient peut, en décalé, relire la réponse pour se souvenir de ce qui lui a été expliqué. C'est également un très bon outil dans le cadre de la relation avec les proches, puisque fréquemment, les proches reposent les mêmes questions que les patients ont posées lors de la visite médicale. Et grâce à cet outil, la famille peut également avoir des renseignements sur des questions qui auraient été posées. Ensuite, une des fonctions très appréciées aussi bien des patients que des soignants, c'est la fonction Mon menu, où on peut redonner de l'appétence aux patients hospitalisés en leur permettant de voir les repas à venir, donc le petit déjeuner, le dîner et le déjeuner, mais également de le modifier directement. Donc, d'une façon très ludique, le patient peut composer, parmi tous les mets proposés par la restauration, ses assiettes pour les jours à venir. Et on se rend compte que ça permet de redonner vraiment de l'appétence aux patients
Et puis, c'est un moment agréable avec les soignants lorsqu'on les accompagne, puisque certains patients n'ont pas la possibilité d'utiliser une tablette ou n'ont pas des devices qui permettent d'utiliser l'application Concerto, mais on l'utilise en tant que soignant directement avec les tablettes qui sont dans les unités et on peut les accompagner lors du choix du menu. Et on se rend compte que c'est une fonctionnalité qui est vraiment très, très appréciée. Ensuite, on a d'autres modules, notamment les informations pratiques, donc le connu guide du patient, dans lequel toutes les informations en lien avec la vie à l'hôpital, avant, après, peuvent être retrouvées. On fait la promotion de la plateforme Patient Partenaire que nous avons ici aux hôpitaux universitaires de Genève, dans laquelle les patients qui ont vécu un séjour à l'hôpital peuvent venir contribuer lors de séances d'échange avec les professionnels pour continuer à nous aider à nous améliorer. On fait également une présentation de la fondation privée qui nous soutient dans tout le développement de nos solutions. Et on reprend tous les médias sociaux sur lesquels les HUG sont très présents et propose du contenu pour les patients. L'application Concerto, c'est également un écosystème. C'est un écosystème qui nous permettra, dans les mois à venir, de continuer à alimenter cette application avec de nouvelles fonctionnalités. Et on en a déjà une bonne dizaine dans les pipelines. La dernière en date, c'est la visio. C'est celle que nous avons développée durant la première vague de la crise Covid, donc en mars. En quelques jours, nous avons eu la chance d'avoir déjà in situ dans l'hôpital un grand nombre d'iPads que nous avons pu déployer sur l'intégralité de l'hôpital et dans lequel nous avons mis en place un système de visiophonie. Donc, le patient qui a la possibilité de se connecter pouvait avoir accès à la visio, mais ce qu'on a fait de spécifique, puisque c'était les cas d'usage les plus utilisés durant cette première crise, c'était les soignants directement qui pouvaient proposer de la visio en récupérant directement les numéros de téléphone de leurs proches, donc des proches des patients, et en quelques clics, la famille recevait un SMS sur lequel ils pouvaient cliquer et ouvrir une page de visio comme vous voyez ici à l'écran. Concerto, c'est actuellement plus de 2000 applications qui sont utilisées par nos patients au quotidien, et donc 100 tablettes qui sont au sein de l'institution. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai déjà fait 10 visios avec les patients de l'unité dans laquelle je suis. Voilà. Je reste à disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Elena. Alors, moi, j'avais une petite question justement rapidement sur cette application. Est-ce que il peut y avoir également du partage d'expérience entre patients, le patient qui parle à un autre patient? Est-ce que c'est des choses qui sont proposées par l'application? Alors, à ce jour, ce n'est pas dans les fonctionnalités que nous proposons. C'est une des fonctionnalités qui avait été proposée lors du hackathon de HUG, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore développée. Parce qu'on a d'autres moments où les patients peuvent échanger avec d'autres patients, c'est lors des séances avec les patients partenaires, mais on n'a pas encore développé un OP chat entre patients. D'accord, merci. Merci en tout cas pour cette présentation. On arrive à la dernière discussion avec le docteur Jean-Marc Brunner. Jean-Marc, je vous laisse partager votre écran. Vous arrivez à voir là? Pas encore. Non. Ok, parce que une fois que je partage, je vois plus rien, moi. Ah oui, si vous êtes en plein écran, effectivement, vous ne vous verrez pas dans les petites vignettes vidéo. Vous voyez la première image ou pas du tout? Non. On la voyait tout à l'heure, je crois. Attendez, je vais réessayer le screen one. Celui-là? Voilà, c'est bon. Ok, c'est tout bon. Donc, merci pour m'avoir invité aujourd'hui. Merci à tout le monde. Donc, comme je disais, moi, je m'appelle Jean-Marc Brunner. Je suis un virologue de formation, un docteur en virologie. Et je travaille dans l'innovation depuis maintenant, je pense, plus de 10 ans. Je suis créateur du Swiss Integrative Center for Human Health à Fribourg parce que depuis le début, je trouvais qu'il manquait un peu un pont entre les différents domaines pour faciliter justement l'innovation. Donc, on travaille beaucoup avec le monde académique, donc on soutient le monde académique pour des recherches fondamentales
à niveau typiquement de recherche sur Alzheimer et d'autres recherches. On a 10 partenaires académiques aujourd'hui qui soutiennent le SIC et qu'on travaille avec, mais on travaille aussi avec le monde industriel. Avec le monde académique, on le soutient surtout au niveau de la formation continue, de la recherche fondamentale. Avec l'industrie, on a une division qui s'appelle Swissmart Diagnostic, qui est focalisée sur le diagnostic parce que depuis le début, le SIC était focalisé sur la médecine de précision. Et en interne, on a aussi des programmes d'innovation et recherche. C'est clair, pourquoi on travaille en diagnostic, c'est parce que la médecine de précision se base sur le diagnostic. Donc, c'est de nouvelles techniques qui vont arriver dans les prochaines années. On sait très bien que dans le traitement, on demande de plus en plus à augmenter l'efficacité des traitements. Donc, il y a tout le développement de companion tests, typiquement, qui vont suivre un traitement pour voir si les personnes qui ils réagissent positivement à un traitement. Donc, c'est tout des nouvelles technologies qui vont arriver dans les prochaines années là-dedans. Et puis, quand on trouve une maladie, clairement, il faut catégoriser les patients, trouver aussi les meilleurs systèmes thérapeutiques. Et en prévention, c'est clair, on a certaines maladies aujourd'hui qui ont besoin d'être suivies à partir d'un certain âge. Notre vision, c'est pas de faire une prévention large échelle où on séquence tous les personnes, mais les personnes qui sont dans une seuil à risque ou dans un âge à risque. Depuis le début, on a travaillé beaucoup justement dans le diagnostic. Donc, on est un centre on est relativement jeune. Hein. On a ouvert en 2017, mais depuis 2018, on a un groupe de recherche dans le diagnostic Alzheimer. Donc, on essaie de développer des nouvelles technologies non invasives, par exemple basées sur la salive. Et ensuite, en 2019, on a lancé le Swissmart Diagnostic. Donc, on est candidat comme centre de compétences au niveau national pour développer davantage de diagnostic. Et on a lancé assez rapidement des projets R&D. Par contre, quand Covid il est arrivé, là, c'était vraiment une force qu'on a dans ce centre d'être très agile. Donc, très vite, on a changé notre approche de recherche et développement en centre de test et on est devenu une plateforme satellitaire de l'hôpital cantonal et aujourd'hui on a fait plus de 8000 tests avec des pointes à 180 tests journée. Il faut savoir qu'on fait encore tout manuellement. On est en train d'automatiser le système et on travaille 7 jours sur 7 pour soutenir l'hôpital. Grâce à ça, on a développé tout plein de nouvelles technologies sur cette plateforme. On a continué à améliorer. Donc, au commencement, pour nous, c'était très difficile de changer la manière de faire. Par contre, maintenant, on a l'avantage qu'on continue à amener des améliorations par rapport à ce test. C'était aussi une stratégie très intéressante parce que finalement, en 2 semaines, on a eu l'approbation Swissmedic du fait qu'on ne voulait pas avoir notre Swissmedic, mais on voulait travailler avec un hôpital et on est devenu comme ça une plateforme satellitaire d'un hôpital déjà existante. Et vous pouvez voir qu'on a dû bouger très vite. Au commencement, on a commencé à travailler à la fin de la première vague. Et au commencement, on travaillait que 2 jours par semaine sur le Covid et on a très vite dû augmenter à 7 jours sur 7. On est passé de 90 échantillons maximum par jour à 180 et donc on a dû intégrer à fur et à mesure les changements. Ça, c'est juste des statistiques par rapport aux tests qu'on fait. On performe le 15% des tests faits dans le canton Fribourg actuellement. Et on a un bon taux de tests qui sont utilisés directement par l'hôpital sans besoin un deuxième retest par la suite parce que le résultat n'est pas clair. Dans le futur, on est en train de développer aussi des tests à niveau salivaire, mais aussi à niveau multiplex, en collaboration toujours avec les entreprises. Donc, notre vision, c'est toujours travailler avec les hôpitaux en amont, qui nous donne clairement le problème à résoudre. Et ensuite, ici, on fait toute la partie recherche et développement. Et ensuite, on travaille très vite avec des entreprises pour transformer un nouveau outil en quelque chose de simple. Parce que nous, on a des équipements qui sont typiquement de toute dernière génération, mais
ils vont être plus tard intégrés dans des hôpitaux, et des technologies aussi qui sont complexes aujourd'hui et qui vont être plus tard dans les hôpitaux, mais il faut aujourd'hui arriver très vite sur les hôpitaux avec des technologies déjà existantes qui peuvent être intégrées très rapidement, que justement les infirmières et les infirmières peuvent utiliser tout de suite. Donc ça, c'est notre credo. Donc nous, on est très contents depuis 2020 d'avoir un nouveau partenaire, que c'est justement l'Institut Haute École de la Santé La Source. Et justement, pourquoi on travaille avec eux? Et surtout, c'était notre volonté avant la crise Covid qui nous a fait quand même une grande cassure dans notre évolution naturelle. Parce que typiquement, on voit clairement un rapprochement entre le soin infirmière et les nouvelles technologies. On peut effectivement donner un aperçu des prochaines technologies qui vont arriver à niveau médical, parce qu'on est plein dedans dans notre daily business. On peut aussi développer des synergies dans la prise en charge des patients. On a les compétences pour trouver des solutions à des problèmes. Et puis surtout, on peut intégrer depuis le début, et ça c'est notre intérêt comme centre, de travailler avec le monde hospitalier, l'utilisateur final. Ça, je l'ai déjà dit avant, pour nous c'est très important qu'on prend en compte la vision d'un infirmière, parce que finalement le système qu'on va développer doit être utilisé. Et donc on n'essaye pas d'imposer une manière de penser, mais on essaie d'absorber le besoin final. Maintenant, j'aimerais finir avec cette slide qui semble un peu complexe, mais qui porte un peu l'idée de pourquoi pour nous c'est important de travailler aussi avec le monde infirmière, et surtout de travailler avec la source. On sait aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de l'intelligence artificielle qui va arriver, qu'il y aura de plus en plus de diagnostics moléculaires, donc une précision dans le type de diagnostic, ce qui va amener clairement à une possibilité de prise de décision aussi de plus en plus fort pour le personnel infirmière, parce qu'il y aura de plus en plus typiquement des systèmes point of care à côté du patient, et donc la nécessité aussi de mettre tout de suite en contact et de former les futures infirmières et infirmières, parce qu'on le voit clairement, il y a aujourd'hui un shift de nouvelles technologies qui vont arriver dans 5-10 ans à niveau médical. La bonne chose dans la mauvaise nouvelle du Covid-19, si on peut dire comme ça, c'est que clairement, comme il disait Madame Trouchot de HEC sur la source, Covid, c'est une guerre, et donc ça accélère énormément l'innovation. Et on le voit clairement, il y a eu une démocratisation des systèmes de télémédecine ou de digital médecine, et donc ça va vraiment donner un coup d'accélération là-dessus. Donc un point aussi à pas oublier dans la formation des futures infirmières, c'est, on le voit un peu partout, on le voit chez les juristes, on le voit dans des domaines où l'intelligence artificielle pourra faire des tasks répétitifs, justement, il faut tenir en compte ça. La vision qu'on a, nous, dans le centre de l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence artificielle totipotente qui va faire tout à la place de l'homme, mais c'est un aide au travail de tous les jours, c'est un aide à la décision, et la personne, ça sera toujours elle qui va prendre la décision finale, tout simplement aussi parce que pour des questions légales, c'est toujours une personne qui prend la décision finale. Voilà, ça c'est un peu notre vision qu'on a par rapport au monde des infirmières et comment on pourra collaborer dans le futur. Voilà, je reste à disposition pour des questions si vous avez des questions, et j'arrête ici. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour nos intervenants? Je vois que Claude Joris, vous avez une question. Oui, alors merci à tout le monde pour ces excellentes présentations. J'aurais une question pour le docteur Truchot-Cardot concernant le SILAP.
J'aimerais bien que vous expliquiez un peu, en fait, comment le SILAB peut améliorer la meilleure adéquation entre le monde industriel et puis les besoins du milieu hospitalier et évidemment les compétences nécessaires. Et la deuxième question que j'aurais pour vous, c'est par rapport au projet que vous avez initié au niveau de la HES Colline-la-Source. C'est ce projet qui est lié à la réalité augmentée que vous utilisez pour la formation, mais je crois savoir que vous aviez un second projet qui était les robots humanoïdes. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est et si vous pouvez nous donner quelques explications par rapport à cela. Je vous remercie. Alors, avec plaisir. Alors déjà, le Source Innovation Lab, le SILAB, a été conçu et maintenant est en pleine activité depuis 2 ans pour permettre aux porteurs de projets, aux startups, aux entreprises, petites ou nettement plus grosses, de faire la preuve de leur concept, depuis l'idée jusqu'au prototypage, grâce à tout l'environnement qu'on a recréé, qui est ce qu'on appelle un milieu préclinique sécurisé. Alors, il faut savoir que sur notre site de Beaulieu, outre le fait d'avoir un emplacement où on peut recevoir ces porteurs de projets au sens large, on a recréé donc 7 chambres avec 21 lits d'hôpitaux et 2 appartements. Donc sur site, ça peut être un moyen très simple de pouvoir analyser la pertinence ou la faisabilité d'un projet. Bon, ça c'est la phase entrante, c'est-à-dire que les porteurs de projets dits innovateurs viennent vers les soins, parce que en plus de cet écosystème qui est sur ce site-là, il est élargi par tous les partenaires que nous avons, partenaires cliniques, académiques et industriels, et qui font donc un écosystème de soins élargi. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on est une haute école, donc on a également ouvert pour que nos étudiants puissent participer sur ces projets de développement et s'acculturer au contact d'ingénieurs, au contact de chercheurs, au contact de gens dont c'est pas forcément des professionnels qu'ils côtoient au quotidien. Alors là, vous me parlez de deux initiatives. Effectivement, une des toutes premières startups que nous avons accueillies donc au SILAB était Ubissim, et nous avons trouvé très très intéressant de pouvoir ouvrir un module. Donc on a un module de cours qui s'appelle soins infirmiers et innovation, et qui chaque année permet aux étudiants qui s'y inscrivent d'être dans une phase de développement avec des ingénieurs ou des développeurs. Donc les 2 premières années ont été partagées avec donc la société Ubissim, et on a donc par ce biais développé la première plateforme de formation en soins infirmiers en réalité virtuelle. Voilà. Donc Ubissim, alors c'était rigolo parce que Ubissim était une jeune start-up que l'on a rencontrée à Swissnex Shanghai. Donc on les a ramenés jusqu'à la Suisse, et puis ils ont fait une tellement jolie plateforme, tellement ancrée dans la vraie vie, puisqu'elle a été co-construite par des étudiants, des enseignants et ces ingénieurs. Ils ont tellement bien réussi qu'ils sont au Canada. Donc avant, on avait un décalage horaire d'un côté, maintenant on a un décalage horaire de l'autre. Mais au milieu de tout ça, ce sont des étudiants qui ont donc participé à la création des premiers cas qui sont venus alimenter cette base de réalité virtuelle. De par leur pratique, on a eu des premiers développements étaient autour de la transfusion sanguine, puis après sur l'évaluation clinique. Et c'est surtout, alors c'est marrant parce qu'au final, ça n'a pas fait forcément des spécialistes de la transfusion sanguine, mais ils ont appris quelque chose, ils ont grandi au niveau du leadership. Ils étaient eux-mêmes étonnés de pouvoir apporter autant à des ingénieurs de l'EPFL. Vous voyez, c'était rigolo. Et là, on revient sur ce questionnement de les étudiants en soins infirmiers, puis les soignants en général, se dire, mais est-ce que j'ai la capacité d'aider à faire autre chose? Là, ils se sont montrés, donc sur 2 promotions, ils se sont montrés qu'ils avaient cette capacité. Et après, on a enchaîné sur de la robotique, donc avec Avatarion et puis notre célèbre Pepper. On a fait le choix pour une première expérience de prendre un robot humanoïde. Et là, on a fait peut-être le pari un peu provocateur, de faire un assistant de soins. Donc Pepper avec les étudiants et les développeurs. Donc les étudiants se sont mis à essayer de voir la programmation robotique, à se plonger dedans. Pas pour en devenir des spécialistes, mais pour mieux saisir les limitations. Et donc Pepper, pour l'instant, sur cette première année, est devenu
le premier robot en capacité d'être une analyse ultime avant injection des préparations médicamenteuses. Donc, dans tout le concept de sécurité et qualité des soins, Pepper, pour l'instant, il vient titiller. L'idée, c'est que dès qu'on aura, donc on va retrouver des promotions normales, puis sur site, c'est que Pepper aille déambuler, aille titiller un petit peu nos étudiants sur leurs calculs, mais on l'a aussi mis avec de vrais professionnels de santé qui ont vu une grande utilité comme contrôleur final avant l'injection. Et ça sera le deuxième volet, puisque maintenant on doit le faire évoluer un petit peu sur une pratique quotidienne. Voilà. Donc ils ont vu la robotique, ils l'ont vu de près, ils ont vu ses forces, parce que Pepper, il n'a pas de sentiment. Puis il n'est jamais fatigué, Pepper. Vous pouvez lui faire 8000 calculs dans la journée, il n'y a aucun problème. Il a une force sur moi, c'est qu'il arrive à se souvenir parfaitement de nos presque 900 étudiants. Il connaît tout le monde. Donc ça, il sait les forces et les faiblesses de chacun, puisqu'on a mis une algorithmisation qui permet de centrer sur la difficulté de chacun. Donc ça, il est indéniablement très supérieur à tous les enseignants réunis à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, ils ont aussi vu ses faiblesses. Entre autres, c'est rigolo, il a un gros défaut, c'est sur la reconnaissance vocale. Certains accents. Alors, je n'ai rien contre les fribourgeois, mais il a du mal. Voilà, notre Pepper. Donc c'est rigolo parce que du coup, il voit quand même la limitation et ça les a presque rassurés. Se dire, il est là pour m'aider au quotidien, mais quand même, pour comprendre le patient, il n'est pas encore tout à fait là. Voilà, c'est une expérience. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Non? Ok. Alors, nous arrivons maintenant à la fin de cet événement qui, je l'espère, a été instructif et riche d'enseignements pour tout le monde. Pour ma part, cela a été un plaisir de participer et de modérer cet événement. Et avant de clôturer cette session, je voulais simplement vous rappeler que nous partagerons avec vous dans les prochains jours l'enregistrement de l'événement d'aujourd'hui, de manière à ce que vous puissiez avoir un replay si besoin. Et enfin, je voulais de nouveau remercier tous les participants, tous les présentateurs, mais aussi BioAlps qui nous a aidés à organiser et sponsoriser cet événement. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Merci. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne Au revoir. soirée. Merci, bonne soirée.